librairie Cărturești, qui met en avant les premiers livres forts, les premiers pas décisifs dans la littérature, dans la carrière d'écrivain. Et nous avons le plaisir de discuter avec quatre écrivains dont les débuts ont été remarqués par le public et par la critique. Et on a pour invité aujourd'hui Abigail Asor, Wilfried Nsonde et Ioana Stăncescu. Abigail Asor a, a écrit le roman Aussi riche que le roi, traduit en plusieurs langues, dont l'anglais et le roumain. Et ce livre a reçu le prix Françoise Sagan et a été finaliste au concours du premier roman. Wilfried Nsonde est écrivain et musicien. Son premier roman, Le cœur des enfants léopards, lui a valu le prix Senghor du premier roman francophone, ainsi que le prix des cinq continents. Et Ioana Maria Stăncescu est écrivain et journaliste. Son roman Tot ce i-am promis tatălui meu, Tout ce que j'ai promis à mon père, a reçu le prix du festival du premier roman à Chambéry. Et je propose de discuter ensemble sur ses premiers pas en littérature avec tout ce qui cela veut dire, la sincérité, les doutes, l'engagement peut-être, et aussi le choix d'une certaine manière d'écrire. Et je propose de commencer avec vous, Abigail Assor. À quel moment avez-vous senti que vous êtes prête à vraiment publier? On vous entend pas. Abigail, ouais. C'est bon, le micro est réactivé. Voilà. Euh, je crois qu'au fond, j'ai toujours eu envie de publier. J'avais toujours eu ce rêve que mon engagement littéraire, mon envie d'écrire et cette forme de reconnaissance qu'en tant que jeune auteur, on a forcément envie d'avoir. Donc, la question de la publication, c'était pas tellement le sujet pour moi. Ce qui a vraiment changé, je dirais, dans les années qui ont précédé la publication, c'est surtout la sincérité de mon engagement dans la littérature. Je pense qu'il y a eu peut-être des années autour de ma vingtaine où j'écrivais justement plus pour être publié que pour raconter une histoire. Et les choses ont vraiment changé quand j'ai commencé à écrire pour raconter une histoire avant de vouloir être publiée. Et en fait, ce qui est devenu important pour moi, c'était mes personnages, mon histoire, mon engagement littéraire. Et je sentais que peu importe ce qui allait arriver, je me rappelle que je me disais que même si on me donnait une boule de cristal et qu'on me disait je vois dans la boule de cristal que tu ne seras jamais publié de ta vie, que ça ne marchera jamais. À ce moment-là, je sais que j'étais tellement sincère dans mon engagement que j'aurais continué à écrire, j'aurais terminé mon livre, qui était aussi riche que le roi à ce moment-là, et puis j'en aurais écrit d'autres. Et finalement, c'est quand j'ai cessé d'avoir la publication comme objectif que mon écriture est devenue plus libre, plus sincère et que finalement la publication est arrivée. Ioana Stăncescu, comment peut-on devenir écrivain? Alors, en fait, pour moi, le gros souci, c'était avoir le temps d'écrire, en sachant que pratiquement, comme tu le sais très bien, la vie du journaliste occupe le plus clair de mon temps. En plus, ma fille, elle était petite. Donc, grosso modo, moi, ce que j'ai eu besoin, c'est d'avoir du temps pour moi. Et à un moment donné, la vie me l'a offert tout simplement. Bon, c'était pas pour une bonne raison, c'est que j'étais en une année sabbatique. Et, euh, et là, j'ai commencé à écrire une histoire. Et dans un premier temps, le but, c'était de me démontrer à moi-même que j'ai la force de terminer, d'écrire une histoire, d'écrire un roman. Et à partir du moment où le manuscrit il était prêt, Euh, j'ai commencé à vouloir le montrer, pour ainsi dire. Donc, je les ai envoyés à plusieurs maisons d'édition. J'ai reçu que des refus. Mhm. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait.
Et quand j'ai repris l'histoire, je me suis rendu compte que, comme disait Abigail, j'étais pas suffisamment libre dans ma tête, en sachant que j'ai essayé de tenir compte de ce que les autres dans ma famille vont dire au moment où ils vont lire cette histoire. Et du coup, j'ai décidé de réécrire entièrement le manuscrit. Et finalement, c'est avec la réécriture que la publication elle est venue. Et j'ai senti moi aussi une sorte de liberté à partir du moment où je me suis dit dans ma tête, ben, l'écriture, c'est plus importante que le retour des miens dans la famille. Donc, peu importe si ma mère va se fâcher, peu importe si ma fille, euh, peut-être elle va retrouver des passages dans ce livre qui semble familier pour elle. Euh, moi, je vais dire cette histoire à ma manière et donc voilà. La publication, elle est venue par la suite, mais on va dire, j'ai bien bossé pour l'avoir parce qu'en fait, j'ai écrit et réécrit en sachant que moi, j'ai débuté très, très tard. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à écrire mon premier roman à 40 ans. Et Wilfried Nsondé, comment ça a été pour vous de débuter en roman? Quels étaient les pas, les premiers pas dans la littérature? Et quand est-ce que ce moment de la publication est finalement venu? Oui, alors, bonjour à vous trois encore et bonjour à ceux qui nous écouteront. Alors, en fait, je pense que j'ai un parcours assez atypique dans le sens où voilà, j'ai commencé à écrire de la poésie que je mettais en musique à partir de 15 ans et j'ai fait ça pendant 20 ans en gros et en fait, c'est en lisant Amélie Nothomb que je me suis dit, tiens, ben, si on publie ça, j'ai peut-être mes chances. Donc, je lui ai dit, hein, donc c'est pas, parce que je trouvais que ce qu'elle écrivait, c'était bien, mais pas non plus si complexe que ça. Et donc, je me suis mis à écrire de la prose, j'ai écrit des nouvelles. Et ces nouvelles ont été lues par une amie qui les a trouvées intéressantes, qui les a fait lire à son père. Son père, c'est Hans Christoph Buch. Donc, c'est un auteur allemand qui a eu ses heures de gloire dans les années 80-90. Et lui, il les a trouvées intéressantes. Il les a envoyées aux éditions Actes Sud. Et un directeur de collection m'a répondu en me disant, mais c'est très intéressant ce que vous faites, mais pour une première publication, il faudra un roman. Voilà, donc c'était l'idée de publication est venue d'un éditeur en fait. Voilà, concrètement. Et donc là, bon, j'ai menti en disant que j'avais commencé un roman. Et donc ils m'ont envoyé son adresse postale en me disant, voilà, ben, quand vous aurez fini, envoyez-moi le roman. Et là, ben, je me suis dit, tiens, bon, bah, s'ils pensent que je peux écrire un roman, peut-être que je peux l'écrire. Et donc je me suis lancé avec toute la naïveté, toute la liberté qu'on a quand on tente un truc sans vraiment y croire, mais on n'a rien à perdre. Voilà, et Bon, donc j'ai écrit ce roman-là sans compromis, et voilà, et il a été publié, et ça a tout de suite très bien fonctionné. D'ailleurs, j'ai gagné trois prix en fait, mais on oublie souvent le prix de la médiathèque d'ici les Moulineaux. Moi, j'y tiens parce que c'est un prix de lecteur, vraiment. Donc, voilà. Voilà, donc c'était c'est une histoire assez singulière. Voilà, donc oui, j'avais jamais envisagé avant vraiment de publier, d'être écrivain. Enfin, voilà, c'est pas. Mais voilà, je le suis devenu et resté. ouais. C'est singulier pour vous, Wilfried, aussi parce que vous avez déjà écrit avant de débuter en roman. Vous êtes musicien, vous avez écrit des chansons. Ouais. Est-ce que vous avez un lecteur pour vos romans, pour ce que vous écrivez en prose dans la tête? À qui vous adressez-vous lorsque vous écrivez? Ben, j'essaie d'être le plus, comment dire, j'espère avoir le lectorat le plus large possible. Voilà, donc voilà, je dirais, je sais pas moi, de 15 à 100 ans et de partout. Voilà, et j'ai cette chance depuis mon premier roman de voyager beaucoup avec mes livres. Voilà, j'ai fait le tour du monde avec ou pour mes livres. Et j'ai pu affirmer que voilà, ils sont en capacité d'intéresser tout le monde. J'ai écrit par exemple un roman après une mission océanographique. Donc c'est un roman qui est basé sur des faits scientifiques.
Et c'est une histoire d'amour de plancton. Et cette histoire, dernièrement, j'ai travaillé dans une école primaire d'enfants en difficulté parce qu'ils sont malentendants. Et je participe en même temps à une publication de Harvard. Et ça, j'adore ça. Voilà. Sur la base du même livre, j'intéresse euh, des publics complètement différents. Et mon ambition, c'est celle-là. C'est Mhm. pas une prétention, c'est une ambition. Et vous, Abigail, pour qui écrivez-vous? Je crois que j'écris beaucoup pour mes personnages. J'ai vraiment, avant le début d'un livre, une vraie rencontre un peu spirituelle avec l'histoire et les personnages. Et ensuite, toute l'année ou les 2 années d'écriture sont vraiment passées à réussir à créer une histoire ou à écrire une histoire qui fasse honneur à ces personnages, qui soient à leur hauteur et qui traduisent vraiment ce que j'ai en tête pour eux. Donc, je dirais que tout le temps de l'écriture, je suis plutôt dans une forme de d'auto-hypnose. Je pense pas forcément au lecteur réel, je pense vraiment au personnage. Et puis c'est à la fin du livre que je constate que le livre est terminé et qu'il va y avoir des conséquences à présent et des vrais lecteurs. Mais l'écriture, je suis très très concentrée sur l'histoire en elle-même. Johanna, y a-t-il un lecteur idéal, un destinataire évident pour ce que vous écrivez? Non. En fait, je pense pas du tout au lecteur quand j'écris. Euh, je pense plutôt à moi, dans le sens où je suis quelqu'un d'assez prétentieux en tant que lectrice, prétentieuse. Euh, et après, bon, si tu veux, si tu veux, si vous voulez, en fait, nous deux, on se connaît, donc on travaille pratiquement pour la radio publique. Euh, je pense que mes bouquins s'adressent peut-être plus aux femmes qu'aux hommes, dans le sens où mes personnages, du moins dans les 2 premiers romans, sont plutôt féminins. Euh, Après, moi, je sais que j'ai eu le retour d'un lecteur, d'un homme qui m'a dit merci d'avoir écrit ce livre parce que là, j'ai mieux compris ma femme. Donc, quelque part, peut-être que je donne des clés. Mais non, pendant l'écriture, je ne pense pas du tout. Je ne me pose pas en fait la question à qui ce livre s'adresse-t-il. C'est c'est une histoire que j'ai envie de raconter. Encore une fois, comme Abigail, moi, je cohabite avec mes personnages. Euh, D'habitude, c'est autour de mes personnages que ça commence à se construire, c'est-à-dire parfois il y a un personnage qui s'impose. Je me retrouve avec lui dans le salon, je commence à le connaître et je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que ce personnage il pourrait faire pour rester davantage avec moi? Donc là, je lui donne quelque chose à vivre et d'habitude, j'essaie de lui donner quelque chose, on va dire, un parcours qui m'intéresse moi aussi et peut-être qu'à la fin, on va apprendre ensemble comment résoudre cette situation. En même temps, écrire, c'est une manière de s'auto-exposer. Comment avez-vous géré cette situation qui peut être fragilisante, Johanna? Euh, on va dire que au moment où j'ai écrit le premier roman et le premier manuscrit du premier roman, effectivement, je ne savais pas comment gérer ça. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais avec les écrivains avec lesquels j'ai discuté dans un premier temps, on m'a dit que d'habitude, dans le premier roman, il y a beaucoup comment dirais-je, de références ou de souvenirs récupérés. En fait, c'est une partie autobiographique. Et effectivement, c'est comme ça que ça se passe dans mon roman aussi. Donc, il y a des parties inspirées de ma propre vie. Et là, il y a eu une sorte de conflit personnel en me disant, ben, voilà, qu'est-ce que les miens vont dire? Qu'est-ce que si quelqu'un qui a déjà vécu ça ou qui connaît ça, est-ce qu'il va tomber dessus
et est-ce qu'il va avoir je sais pas moi, une réaction. Mais c'est mais très très vite, je me suis libérée de toutes ces questions et je me suis concentrée sur l'écriture en elle-même. Finalement, c'est un métier, c'est-à-dire c'est un boulot. Voilà, tu te lances dans une écriture, tu construis une histoire, tu construis des personnages. Euh, et il n'y a que toi finalement qui sais euh, combien tu t'exposes ou tu t'exposes pas. Après, effectivement, si tu veux faire de l'autofiction, c'est-à-dire tu assumes entièrement le roman, comme dans Triste Tigre, tu l'assumes entièrement, tu dis voilà, c'est ce que j'ai vécu. Là, c'est un autre souci. Enfin, peut-être que les choses sont différentes, mais dans mon cas, euh, où moi je livre mes romans en tant que roman et pas de l'autofiction, euh, je ne dis pas. euh, combien ça s'inspire de ma vie personnelle et combien ça ne s'inspire pas, c'est de la fiction. Donc, j'ai aucun souci de m'exposer, je fais ce que j'ai envie de faire et j'espère que voilà, les lecteurs seront satisfaits du résultat. Et d'ailleurs, ça m'agace un peu cette question. Parfois, il y a des lecteurs qui veulent savoir, mais est-ce que tu as vraiment vécu ça? Mais est-ce que c'est vraiment ton père? Mais est-ce que c'est vraiment ta fille? Et quelque part, je ne sais pas, je me retrouve très très souvent avec des messages pareils de la part des lecteurs qui veulent savoir à tout prix est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Est-ce que c'est et d'habitude je réponds pas. Voilà. Abigail? Moi, il y a très peu de souvenirs ou d'expériences personnelles dans mes livres. C'est vraiment la fiction au sens propre. Et c'est d'ailleurs toujours des personnages qui sont très très éloignés de moi. Là, le dernier roman, c'est un petit garçon de 10 ans. Je ne suis pas un petit garçon de 10 ans, a priori. Euh, mais c'est vrai que je rejoins Johanna sur le fait que malgré le fait qu'il est évident à la lecture des romans que aucun personnage, en tout cas aucun personnage n'est une jeune femme de mon âge, par exemple, on continue à me demander est-ce que c'est une vraie histoire? Et il y a parfois, donc je réponds la vérité, je réponds que non, c'est inventé. Et il y a parfois une déception, je trouve, du côté de la personne qui a posé la question, euh, comme si ça avait été un témoignage, ça aurait été, je sais pas, quelque chose de plus, quelque chose avec plus de valeur. Après, c'est peut-être quelque chose de très français où on a l'héritage du nouveau roman, donc il y a peut-être cet éloignement de la fiction qui a moins dans d'autres pays. Je pense aux pays anglo-saxons, par exemple. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment la sensation de m'exposer. Mais le revers de la médaille, c'est que ce qui transparaît de moi, parce qu'on écrit toujours avec soi, sont des choses qui sont parfaitement inconscientes. Et au fond, je livre pas d'expériences ou de souvenirs, mais je livre des choses extrêmement intimes sans m'en rendre compte. Ce qui est aussi une façon de s'exposer. Mais je dirais que c'est différent parce que ce sont des choses très intérieures, très anciennes, qui se traduisent, qui arrivent à travers les images que je choisis, les mots que je choisis. Et ça, on ne peut pas le contrôler. Bon, biographie, fiction, ça se mêle dans un roman. Wilfried, ça compte pas vraiment que ce soit un roman vraiment autoréférentiel ou non, parce que de toute façon, je crois, non, on s'expose avec un regard très personnel sur le monde, n'est-ce pas? Oui, 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 je suis d'accord avec ça. Et moi, bon, ma pratique artistique depuis le début, puisque j'ai commencé à faire de la musique, et ce que j'adore encore en musique, c'est la scène, c'est le live. Et donc, que je chante même des chansons que j'ai écrites ou des chansons que d'autres ont écrites, je m'expose. Voilà, donc j'intègre tout à fait l'exhibitionnisme avec la pratique artistique. Et c'est vrai que, oui, que j'introduise des éléments autobiographiques dans mes romans ou pas, il n'y a que moi qui le sais. Et c'est vrai que Abigail a raison, les gens ont envie de savoir, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, je leur dis, mais c'est une fiction, donc c'est vrai dans le livre. De la première page jusqu'à la dernière page, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai dans l'absolu? Ben, c'est pas important. Voilà, je pense que notre travail dans la fiction, c'est de rendre
crédibles nos personnages, toutes les situations qu'on met en scène. Voilà, après, et c'est une bonne nouvelle quand la lectrice, le lecteur s'interroge, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ça, ben, ça veut dire qu'il y croit. Et donc, qu'on a bien fait notre travail. Voilà. Oui, pour moi, il y a de l'exhibitionnisme et il y a aussi quelque chose, en tout cas moi, je l'assume, quelque chose de l'ordre de la manipulation. Dans le sens, ben, on peut faire croire à peu près tout à nos lectrices, à nos lecteurs, tant est qu'on l'écrit bien. Mhm. Euh, Abigail, votre premier roman a-t-il défini votre voie, votre territoire littéraire, ou est-ce que vous ressentez le besoin de vous réinventer chaque fois? J'ai eu tout à fait l'envie et le besoin de me réinventer. Mon premier roman parle du Maroc, qui est le pays où j'ai grandi. Et j'avais, je sais pas, une peur d'être peut-être cantonnée à l'écriture d'un certain pays, une écriture très territoriale, voire identitaire. Cette idée me plaisait pas et surtout c'était plus un sujet que j'avais envie d'aborder à ce moment-là. Donc j'ai pris des routes très différentes qui ont parfois un peu dérouté. C'est vrai que mon premier roman a été très apprécié et certains lecteurs ont été assez déroutés à la lecture du suivant, qui n'a rien à voir. Mais j'aime l'idée de pouvoir montrer qu'en tant qu'écrivain, on a une palette qui est large, qu'on est capable d'écrire des choses très différentes et que on est soi-même une personne avec de l'ampleur et une capacité à écrire des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je m'interdis pas du tout d'écrire à nouveau sur mon pays. D'ailleurs, je suis en train de le faire, mais c'est parce que c'est une envie sincère et c'est pas une volonté de me cantonner à un sujet ou d'affirmer quelque chose de moi en tant qu'écrivain. C'est vraiment l'histoire qui m'a prise finalement. Mhm. Ioana Stăncescu? Hmm. En fait, c'était ma plus grande peur avec le deuxième roman, de ne pas être accusée d'avoir quelque part repris, pas forcément le thème du premier roman, mais surtout le même univers, en sachant que j'ai découvert que moi, je suis très confortable dans un univers féminin. Donc, mes deux premiers romans sont écrits à la première personne et on est dans la tête d'une femme d'une quarantaine et c'est tout ce qu'ils ont en commun. Sinon, les histoires sont différentes. Euh, je pense que je suis très confortable dans cet univers féminin. Je pense que puisque j'ai débuté très tard, à 40 ans, je pense que j'ai accumulé dans ma tête beaucoup de ce que ça renvoie à l'univers féminin et j'ai besoin encore de m'expliquer des choses. Et peut-être que je suis à une époque dans ma vie où j'aime bien écrire sur les choses qui m'intéressent personnellement, puisque j'ai l'impression que je n'ai pas forcément le temps d'exploiter à droite et à gauche, mais plutôt ça me reste des questions en rapport avec moi-même et avec les femmes de ma famille. Par exemple, avec ma mère, elle a 84 ans. Je me pose énormément de questions euh, en rapport avec son âge. Euh, donc, pour répondre à ta question, je pense que je vais rester encore dans cet univers féminin, mais pour exploiter autre chose, euh, pour, je sais pas, là, par exemple, avec mon troisième projet, j'essaie d'exploiter la vieillesse. Mm. Mhm. D'accord. Et Wilfried, comment peut-on faire pour garder son identité créative ou littéraire et en même temps être chaque fois quelqu'un de nouveau? Ben, enfin, je pense en tout cas que l'identité est quelque chose de pluriel et d'éclaté. En tout cas, c'est mon cas. Alors, c'est peut-être parce que j'ai une sociologie particulière, puisque je suis né dans un pays sur un continent, j'ai grandi sur un autre continent dans un autre pays.
j'ai longtemps habité dans un autre pays. Enfin voilà, donc et j'ai fait, voilà, dans ma vie, j'ai fait des tas de boulot, même dans les études, j'avais toujours des parcours très éclectiques. Donc voilà, enfin, pour moi, existant en tant que personne, mais qui plus est en tant qu'artiste, ça implique un éclatement. Donc, j'explore. Voilà, j'ai des romans où le personnage principal est un homme et c'est à la première personne. J'ai des romans où le personnage principal est une femme et c'est à la première personne aussi. Enfin voilà, parfois je suis plancton, parfois je suis une sépulture préhistorique. Voilà, j'aime bien changer les cadres. J'aime aussi, comment dire, travailler sur d'autres formes d'écriture, mais aussi sur d'autres styles. Voilà, je peux aussi, j'aime bien varier les niveaux de langue. Je peux avoir, j'aime bien avoir dans le même livre, par exemple, des dialogues qui peuvent être durs, voire argotiques, et après passer à une narration beaucoup plus classique. Voilà, donc c'est vraiment moi, et je suis très content dans le milieu de la littérature en France. Aujourd'hui, on dit que je suis l'écrivain inclassable. Et ça, je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Voilà, Euh, je pense que voilà. l'identité tient aussi à la lecture, je crois. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on aime, on est ce qu'on lit. Euh, Ah en tant, ouais. en tant qu'écrivain, quelles sont vos sources d'inspiration? Quels sont les auteurs, les autrices que vous fréquentez? Je peux juste répondre à un truc parce que ça m'a beaucoup intéressé ce que Loana, c'est ça? Je sais pas comment. Loana. Par exemple, je me suis rendu compte, enfin, pour faire évoluer mon écriture de l'érotisme, j'ai lu beaucoup de nouvelles érotiques écrites par des femmes complètement inconnues, et ça m'a permis d'enrichir mon écriture de l'érotisme parce que c'est vrai que un homme a tendance à être beaucoup plus organique, alors que les femmes ont une vision, en tout cas dans ce que j'ai lu, elles avaient une vision beaucoup plus panoramique. Donc voilà, moi j'aime bien. Alors j'ai bien sûr des écrivains qui m'ont marqué, des classiques, des gens comme Goethe, Narval et ainsi de suite, mais je puise aussi beaucoup d'inspiration chez des auteurs complètement inconnus parce que aussi ils ont des approches très brutes et pas du tout épurées. Voilà. Mhm. Abigail, pour vous, quels sont les livres qui vous influencent? Je pense comme tous les écrivains, un petit panthéon littéraire avec des auteurs qui m'ont marqué, qui m'ont même, je pense, formé en tant qu'écrivaine. Je pense que le premier, le numéro un pour moi, c'est Flaubert. Je trouve que c'est un grand maître stylistique qui donne vraiment à percevoir. J'adore sa littérature et chaque page que je lis de lui, je suis à chaque fois estomaquée. J'aime beaucoup dans le contemporain, j'aime Eri De Luca, Alessandro Baricco, j'aime beaucoup ce qui se fait en Italie. Évidemment Camus, Duras, Yourcenar. Un de mes chocs littéraires assez récents, c'est d'avoir lu Ada ou l'ardeur de Nabokov. Là, c'était Oh, vraiment sublimissime. Mais alors, cette réaction, Wilfried, n'est pas celle que j'ai eue. Moi, j'étais en détresse parce que c'était tellement beau, c'était ah ouais. tellement sublime. Chaque page est un roman dans Ada, que je me sentais toute petite et je me disais, mais mon Dieu, je ne vais jamais arriver à faire ça. Donc ça, c'est aussi le piège des trop grands écrivains, ils sont un peu écrasants. Mais par exemple, Ada m'a énormément inspirée, a mis la barre très très haut dans ma tête pour écrire un livre très important. Après, je trouve que en général, je suis très très poreuse dans mes lectures. Et quand je lis quelque chose de très bien, même si c'est pas du tout ce que je fais, par exemple si c'est de l'autofiction à la première personne, etc., qui est pas du tout ce que je fais, et quand c'est bien, d'un coup, je me dis, oh mon Dieu, je veux faire ça, c'est ça qu'il faut faire. Et pendant 15 minutes, je me retrouve à vouloir pasticher l'auteur. Donc c'est vrai que la lecture est très 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 est une immense influence quand on est écrivain.
Oui, cette influence, est-ce qu'il n'y Intervenir a pas un rapidement. risque ici de contamination, pour ainsi dire? Mm. Je peux rebondir, Oui, euh, vas-y. Gaël. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi aussi, Nabokov, enfin, Ada, c'était une révélation majeure. Mais ce qu'il y a de bien, je trouve, alors je sais pas ce que tu en penses, mais les 40 premières pages sont pas terribles. Il faut s'accrocher. Voilà, ouais. Et ça, du coup, moi, ça m'a permis de pas trop complexer quand même. Toi, je me dis, bon, le gars met quand même 40 pages à se mettre en place. Donc voilà, donc ça donne, tu vois, ça rend l'auteur plus humain et moi, ça m'a aidé à me dire, ok, il ne m'écrase pas, je l'admire, j'admire ce texte. Moi, c'est vraiment fondateur, là, tu vois, la charge émotionnelle, la beauté de la langue, c'est incroyable. Mais il y a ces 40 pages qui font que, bon, tu vois, on peut peut-être faire mieux, peut-être. Euh, j'aimerais bien intervenir par rapport à ce que Abigail dit du fait d'être poreuse, puisque moi, c'est comme ça que je choisis mes lectures, dans le sens où je ne sais pas si c'est le fait de faire de la radio depuis presque 40 ans, mais j'ai besoin d'une musicalité de la phrase. Donc, en fait, je m'accroche au texte où j'arrive à respirer, pour ainsi dire, en même temps avec l'écrivain. Et en fait, si cette respiration reste à l'intérieur et que forcément, ça commence à avoir un certain flou une certaine, comment dirais-je, rythmicité dans ma tête, ben en fait, je peux rester tout simplement accroché à un livre qui peut-être, par rapport à l'action, ça me dit pas trop, mais c'est Hmm. le rythme qui m'intéresse euh, et qui me pousse à en avoir envie d'écrire. Et d'habitude, ça se passe comme ça. Et, par exemple, le dernier j'ai fini hier soir, c'est un Portugais, Pays Chaud, où euh, euh, on- je raisonne tout simplement avec sa musique à lui. Hmm. Et même si mon manuscrit, il n'a rien à voir avec son univers à lui, c'est une certaine cadence qui Ouais. reste en moi et qui me donne une sorte de rythmicité qui fait que, en fait, dans ces jours-là, j'arrive à bien profiter de ma journée pour écrire. Ou par exemple, Paul Auster, c'est pareil. En fait, il y a des... Ça, je dis tout ce que j'ai lu dernièrement. C'est Flaubert aussi, et Proust aussi. Sur les phrases de longue haleine, c'est ce que Ouais. j'ai trouvé de mieux. C'est-à-dire, mm, Est-ce que lire, beaucoup lire, est une condition pour devenir un bon écrivain? je ne sais pas si c'est une condition pour devenir un bon écrivain, mais c'est une condition pour devenir écrivain déjà. En fait, je sais, je pense que c'est difficile de dire parce que, mais je pense que ça aide. Et je pense que c'est pas seulement enrichissant, mais c'est aussi inspirant. On dit comme ça, je sais pas comment ça se dit. Une source d'inspiration. Et, mais je pense que ça dépend aussi de la manière dont on lit. Est-ce qu'on lit pour le plaisir? Est-ce qu'on lit pour apprendre des choses? Est-ce qu'on essaye de décortiquer? Moi, ça m'arrive. Enfin, il y a des ateliers d'écriture chez nous. J'ai suivi plusieurs à un moment donné. On nous a appris, par exemple, la manière dont il faut prendre une phrase et la décortiquer pour voir effectivement. Puisqu'il y a des moments où tu te dis, mais comment il a fait? C'est pas possible. Comment il a fait? Moi aussi, je vois la même chose et pourtant, je suis pas capable de faire ce qu'il a fait. Et en fait, c'est en essayant comment dirais-je, d'entrer, on va dire, dans le tréfonds de la phrase, qu'on commence à essayer au moins d'apprendre comment il a pu trouver, en fait, des images et surtout des associations. Moi, c'est ça ce qui parfois me frustre parce que je reste des heures et des heures devant l'ordinateur. J'ai découvert, par exemple, que j'ai un souci de décrire des gestes. J'ai du mal. Je les vois, mais quand il faut les mettre sur papier, je trouve que c'est trop simple, c'est trop banal, ou qu'en fait, le lecteur n'arrive pas à suivre le mouvement. Et C'est un ben, peu le parfois, thème que j'aimerais toucher. C'est comment, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à devenir écrivain ou est-ce que c'est juste du talent, Abigail? C'est, je crois, un petit peu de talent, mais énormément de travail, parce que c'est un art, l'écriture, mais c'est beaucoup un artisanat aussi. Et je pense que plus on écrit, plus on a de chances de mieux écrire. On manie mieux les mots, on a peut-être des meilleurs réflexes dans
puissance d'évocation. Et je crois vraiment que on peut écrire de mieux en mieux. Alors parfois on fait des moins bons livres en vieillissant, ça peut arriver, mais je pense qu'il y a vraiment une forme de maîtrise qui peut quand même s'acquérir et d'avoir quand même un je dirais un certain nombre de règles qui nous permet de garder une certaine exigence dans le travail. Ça, je pense que c'est très important et c'est beaucoup plus de transpiration que d'inspiration pour reprendre la célèbre formule. Le travail, c'est quand même une grande partie de l'écriture. Je trouve que les deux vraies qualités pour être écrivain, c'est vraiment le courage et la patience, parce qu'on est très facilement découragé quand on écrit. C'est long d'écrire un livre. Euh, et la patience, parce qu'on est aussi confronté parfois à sa propre médiocrité. C'est-à-dire que dans la tête, on a l'impression que le paragraphe, la phrase sera sublime, et puis après on l'écrit, et c'est beaucoup moins bien. Et c'est là que le travail commence, c'est d'aller au-delà de ce moment de grande humilité, et comme un artisan, de travailler la phrase. Il peut y avoir bien sûr des romans qui sont écrits comme ça en une semaine, dans une sorte de jet dans un moment de grande inspiration, ça peut arriver. Je suis pas sûre que ça puisse exister pour toute une œuvre littéraire. Je pense qu'à l'échelle d'une vie et d'une œuvre, le travail rentre énormément en considération. Wilfried, est-ce que vous avez des moments d'impasse littéraire, des moments où vous savez pas comment s'en sortir, comment continuer, où vous vous sentez découragé? Et comment vous faites pour dépasser ces moments? Ben, ça fait quand même, voilà, j'ai publié mon premier roman il y a 17 ans, 18 ans maintenant presque. Donc voilà, en 18 ans, j'ai écrit beaucoup de choses et j'ai acquis, comment dire, comment dire, une espèce la confiance s'est installée par l'expérience. Aujourd'hui, je sais que les, les obstacles que je rencontre dans l'écriture, en y mettant le temps, comme disait Abigail, en transpirant, je trouverai les ressources littéraires, affectives, sensibles pour, pour aller outre l'obstacle. Voilà, aussi, entre-temps, je travaille dans les universités où je fais des masterclass de littérature dans les grandes écoles. J'ai travaillé avec des éditeurs en tant que directeur éditorial. Donc, j'ai aussi fait une formation de scénariste de la FEMIS à Paris. Tout ça pour dire que j'ai comment dire, tout un éventail d'outils théoriques et pratiques qui me permet en tout cas de me rassurer que voilà, je rencontre une difficulté et je mobilise les ressources pour régler le problème. Mais est-ce qu'il y a un exercice, est-ce qu'il y a une gymnastique de l'écrivain pour le faire plus fort, pour le faire plus élastique, plus dynamique? Oui, alors on a le temps parce qu'il y a, voilà, il y a toute une série je sais pas, dans la relecture, de faire la traque enfin, de faire une relecture spécifique pour pour les répétitions, ce qui nous permet en réalité non seulement de fluidifier le texte, mais de l'enrichir et de l'élargir, de faire ensuite des lectures spécifiques pour les débuts de chapitre, les fins de chapitre, pour travailler les raccords, pour dynamiser l'ensemble. Enfin voilà, il y a vraiment toute une série d'outils qui, dès l'instant où je les mets en place, me permettent d'avancer. Voilà. Mais il y a aussi, encore une fois, la psychologie, dans le sens où l'habitude de régler les problèmes dans mes textes me permettent de les régler, peut-être pas plus facilement, mais de ne pas en tout cas me laisser décourager. Voilà, je sais Johan- qu'en y passant le temps, j'y arriverai. En ouais. souffrant beaucoup, j'y arriverai. Johanna, puisque vous êtes journaliste, donc vous avez un programme assez dense toute la journée, est-ce qu'il y a une routine de l'écriture, un exercice, comment vous faites pour quand même avoir le temps d'écrire aussi?
Je le fais très, très difficilement. C'est d'ailleurs peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles, euh, mais bon, je n'ai que deux livres, mais pour chacun d'entre eux, j'ai bossé 4 ans dessus parce que je le fais par petits moments quand j'ai le temps. Et c'est pas seulement le fait d'avoir le temps, c'est le fait que moi, par exemple, j'ai besoin de savoir que j'ai 10 heures libres devant moi pour pouvoir écrire 1 heure finalement. Parce que si j'ai juste un petit créneau entre midi et 1 heure et après je dois filer faire un entretien et après revenir et après encore une demi-heure pour écrire, ça, c'est pas possible. Après, en écoutant ce que Abigail et Wilfried ont dit, moi, je fais partie des personnes, finalement, pas forcément des écrivains, euh, qui ont besoin des encouragements de la part des autres, puisque je n'ai pas encore, au moins, une voix intérieure capable de m'encourager. C'est-à-dire, dans ma tête, je ne peux pas, j'arrive pas. D'ailleurs, on m'a déjà dit que euh, c'est, je suis quelqu'un de si anxieux et angoissant que du coup, il faut que je travaille avec ça parce que mes personnages qui souffrent d'angoisse sont très véridiques. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de lecteurs ont pensé que mon deuxième roman, il est autobiographique puisqu'il est écrit à la première personne. On m'a dit, bah, moi aussi, je suis comme ça, moi aussi. Non, en fait, c'est pas du tout autobiographique, mais en fait, effectivement, je, j'arrive à exploiter facilement l'angoisse. Euh, je pense qu'il te faut aussi beaucoup de résilience en tant qu'écrivain, c'est-à-dire partir des prémices que voilà, il faut prendre le temps que tu as besoin de prendre pour terminer ce que tu t'es mis en tête de terminer. Et il faut surtout ne pas être pressé de sortir avec un roman si tu sens que c'est pas encore la forme idéale. C'est-à-dire, si moi je ne suis pas contente, si moi j'ai encore des petits soucis, mais je me dis dans ma tête, allez, ça pourrait aller, je vais appeler l'éditeur, je vais lui dire que c'est prêt parce que franchement, j'en peux plus. Je ne veux plus voir chaque jour le même manuscrit sur mon ordinateur. Ça fait déjà 4 ans que je les vois chaque jour, donc en fait, j'en ai marre. Je veux passer à autre chose. Là, c'est pas un bon signe. Donc, normalement, ce que je fais, moi, c'est que je laisse parfois s'écouler 1 mois, 2 mois, et après je reprends le manuscrit et ensuite je fais encore une petite pause et je le reprends justement pour essayer d'être le, comment dirais-je, le plus exigeante envers moi euh, euh, que c'est possible de le faire, hein. Voilà. Mm. D'accord. Bah, on va bientôt finir, mais je crois qu'il faut aussi penser à ceux, à celles qui sont devant leur début littéraire. Et Abigail, est-ce que vous avez peut-être des conseils pour un jeune écrivain, pour une jeune écrivaine, des faux pas qu'il faut éviter avant de débuter en roman? J'ai les conseils de ma propre expérience qui sont d'écrire pour son histoire et de pas écrire pour être publié. Je dis pas que ça ne marchera pas quand on écrit pour être publié, mais souvent ça nous donne les mauvais réflexes et on n'écrit pas forcément de la manière la plus juste possible parce qu'on pense trop au résultat. Euh, je pense qu'il faut pas hésiter à refaire, à recommencer. Moi, avant de publier mon premier roman, Aussi riche que le roi, j'avais écrit un vrai premier roman que j'avais essayé de faire publier, que j'avais envoyé à toutes les maisons d'édition possibles et imaginables. Et, euh, et je me dis souvent que c'est quand tout le monde m'a dit non et que j'ai décidé en fait de d'abandonner ce manuscrit, de me retrousser les manches et d'en écrire un autre. C'est à ce moment-là que je suis devenue écrivain. C'est pas quand j'ai publié, c'est pas quand j'ai commencé à écrire, c'est quand on m'a dit non et que je me suis dit bah c'est pas grave, moi mon être au monde, mon identité, c'est d'écrire et j'écrirai encore. Et ce passage-là, ça m'a vraiment fait rentrer dans cet engagement de la littérature. Et donc, faut pas hésiter pour les jeunes écrivains à recommencer et à pas s'arrêter devant un échec. J'ai la croyance que pour ceux qui essayent vraiment, qui n'arrêtent jamais, ça finit toujours par marcher.
Wilfried? Je continuerai un peu dans cet ordre d'idées. Jean Eshnoz m'avait dit à mes débuts, petit, l'écrivain n'écrit pas, il réécrit. Et donc, ce que je dis à mes étudiants qui sont de potentiels primo-romanciers, c'est ça. Je pense il faut comprendre que l'écriture littéraire, c'est un processus. C'est un processus, donc ça demande beaucoup d'humilité. Il faut commencer à un moment donné, mais le premier jet, la première version, il faut l'écrire, mais elle est mauvaise. Ce qui n'est pas grave en soi, parce qu'ensuite, il faut avoir l'intelligence, l'énergie pour réécrire. Et une deuxième version, une troisième, une quatrième. Mon dernier roman, c'est la version 8. Voilà. Et donc, je leur dis, et pour les potentiels primo-romanciers qui nous écoutent, il faut vivre dans une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire que quand on écrit une version, on met tout et on est convaincu quelque part que c'est bien, mais il faut quand même garder dans la tête que c'est mauvais. Il y a quelque chose de très ambivalent, de vraiment schizophrénique, mais si on arrive à ça, on progresse. Voilà, on écrit, si on n'a pas d'éditeur ou de lecteur pour nous faire un vrai retour, eh ben, on écrit sa première version, on fait une pause, on revient et on se rend compte que c'est mauvais, c'est pas grave, on améliore et ainsi de suite. Voilà. Johanna? Je pense que on n'est jamais trop âgé pour débuter. Donc, il faut arrêter de se trouver cette excuse. Moi-même, je me suis trouvé cette excuse pendant trop d'années et j'ai perdu beaucoup de temps, pas forcément pour écrire, mais surtout pour lire d'une autre manière. Voilà. Après, je pense qu'il faut aussi renoncer complètement à son orgueil et à son ego, c'est-à-dire être prête et prête à être humilié, à se sentir humilié, pas forcément à l'être, mais à se sentir humilié, à se sentir déçu, à se sentir triste. C'est pas facile. Je sais qu'il y a des écrivains qui sentent du plaisir au moment où ils écrivent. Pour moi, c'est pas du plaisir ce que je sens, c'est plutôt un besoin qui me pousse à le faire. Mais je suis frustrée pendant que j'écrive. Je suis voilà. Et en même temps, il faut écrire, tout simplement. C'est-à-dire, si tu as envie d'écrire, bah, fais-le, écris. Euh, et puis, les histoires se construisent. C'est-à-dire, on n'a pas tout en tête dès le départ. Enfin, il y en a qui l'ont. Je sais, il y a les célèbres schémas de construction avec des personnages. Et, mais on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et je sais que c'est Camille Laurence qui, à un moment donné, j'ai discuté avec elle, elle était à Bucarest pour le Goncourt, et on a parlé un peu toutes les deux. Et je lui dis, voilà, j'étais sur mon deuxième roman à ce moment-là avec mon manuscrit. Et je disais, mais j'ai l'impression que tout ça se passe dans la tête de mes personnages. Il n'y a pas une vraie construction. Elle m'a dit, mais il faut pas une vraie construction. Il faut une construction. Donc voilà, je pense que tous les chemins sont possibles. Mais il faut tout simplement se lancer et, euh, et bosser. Voilà. Mm. Voilà, tous les chemins sont possibles. C'est une bonne conclusion, une belle conclusion. Merci, Ioana Stancescu, merci, Wilfried Nsonde, merci, Abigail Assor. Merci à toutes et à tous, pour nous avoir suivis. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci. Salut. Salut.